In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Bonjour à tous pour cette analyse aujourd'hui du film Disclosure Day de Spielberg qui est sorti il y a 3-4 semaines. Ce film fait effectivement référence à beaucoup de choses, donc là aussi on aura plusieurs pistes de lecture, une ésotérique, une autre dans l'optique ufologiste et une qui fera le lien entre la trame du film et toutes les métaphores qu'on peut faire avec d'autres choses. Parce qu'il y a beaucoup de symbolique. Pour moi, il y a des choses qui font référence aussi au contrôle mental MKUltra. Alors, supposition de ma part, je pense que Spielberg a été malin. Moi, je pense qu'il fait partie d'une faction qui sait ou qui a été convaincu qu'on nous cache la vérité à ce sujet depuis 1947, qu'il faut libérer les esprits. Donc, pour moi, oui, c'est vrai que c'est pas juste un film de fiction, comme pouvait l'être E.T. ou Rencontre du troisième type. Et là où il était malin, c'est que pour le projet, tant qu'il fallait trouver peut-être les financements et un distributeur, bien que ce soit sa propre société de production qui est... avant de trouver le distributeur Universal Studios, le projet était appelé The Dish. Et dès que le tournage a démarré, donc quand il avait les fonds, etc., là, il a donné le titre Disclosure, qui veut dire révélation. Donc c'est possible que pour attirer les investisseurs et pour faire le film, il n'ait pas été trop menaçant et qu'il ait révélé ensuite le fait que ce soit une révélation, le film, une fois que tout était bouclé. En sachant peut-être qu'un film à 115 millions de dollars, il va pas être annulé comme ça une fois que tout est lancé. Hein. Parce qu'il y a eu des cas dans le passé où sociétés de distribution ou parfois les producteurs décidaient finalement de garder le truc dans le placard si c'était trop menaçant pour l'ordre établi par exemple. Hein. Alors, autre chose intéressante par rapport à la promotion du film, en décembre 2025, il y avait une immense affiche mystérieuse représentant un œil à l'envers intégré à la silhouette d'un cardinal rouge perché, donc l'oiseau, le tout sur fond noir et qui était placardé à divers endroits aux États-Unis, notamment sur Times Square. Elle affiche le slogan « All will be disclosed », tout sera révélé, ainsi que la date de sortie du film le 12 juin. Alors, bien sûr, ça fait partie de la promotion du film. Et par rapport à la symbolique de l'œil qui est intéressante, et cet oiseau rouge cardinal qui, on le verra dans le film, est vraiment l'élément déclencheur pour le personnage joué par Emily Blunt, le déclencheur en elle de ses nouvelles capacités. Peut-être même le déclenchement du programme Armageddon. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se souvenir, je parlais du témoignage de Paul Bonacci il y a quelques années dans le cadre de l'affaire Franklin. Des noms de code qu'ils utilisent. L'aigle. Qu'est-ce que l'aigle a fait pour vous menacer ? L'aigle me téléphone en utilisant des suggestions hypnotiques qui activent des personnalités programmées par Monarch. Ces personnalités ne sont pas réelles, elles sont implantées, et lorsqu'il prononce les codes au téléphone, elles se manifestent et agissent selon ses instructions, sans que je m'en souvienne, dans aucune autre personnalité. Ça a déclenché en eux le programme l'Alter Espion. Et il a dit par la suite que selon lui, des gens dans l'armée américaine mais aussi dans le gouvernement cherchaient à déclencher le programme Armageddon. C'est-à-dire que tous les gens qui avaient été programmés par Monarch et MKUltra, etc., le jour J, donc, déclencheraient en eux le programme Armageddon, donc l'Apocalypse. L'Apocalypse est aussi une révélation d'ailleurs. Et on a une bonne illustration de ça, c'est un film de Chabrol assez rare, assez difficile à trouver, qui s'appelle M, petit hommage à M le Maudit de Fritz Lang, dans lequel on a des individus de la vie de tous les jours qui sont probablement programmés, et il y a un message qui passe à la radio, et on voit que les gens instantanément se suicident. Alors qu'ils sont en camion, ils vont rentrer dans une citerne pour faire une explosion, que ce soit un conducteur de train, etc. Au moment T, le programme dans leur tête est déclenché. Alors, ce qui est intéressant, si on prend le début du synopsis, à l'aube d'une troisième guerre mondiale, Daniel Kellner, expert en cybersécurité au sein de l'agence Wardex, dérobe plusieurs archives classées secrètes remontant à l'incident de Roswell. Alors moi c'est vrai que
très très vite, quand j'ai regardé le film, j'ai pensé à ce discours de Reagan qu'il avait fait, je crois que c'était en 86 aux Nations Unies, je vous l'avais traduit il y a des années, où il disait mais dans le fond, quand on pense à toutes ces tensions mondiales, etc., qu'est-ce qui pourrait arriver si on faisait croire aux gens qu'il y avait une menace extérieure, comme par exemple les extraterrestres, pour qu'on s'unisse tous, enfin. Effectivement, à un moment donné, donc, quand il balance tous les documents à la télé, donc dans le film Disclosure, à un moment, le directeur de programme lui dit vous croyez vraiment que ça va passer devant la Troisième Guerre mondiale, en termes d'importance, d'infos? Et l'autre lui dit ouais, je vous parie que ouais. Donc là on y est, hein. Si on estime que tout ça est une espèce de comédie, tout ce qui se passe autour de nous actuellement, comédie d'ailleurs dont on est peut-être les acteurs aussi, pour ça qu'il faudrait se réveiller. Donc face à la menace d'une guerre totale, nucléaire, etc., il y a une possibilité pour que quelqu'un comme Spielberg envoie un message caché, enfin à moitié caché, mais aussi à certaines élites, en leur disant c'est peut-être le moment de... Alors certaines élites qui sont plutôt du côté où ils veulent éviter la guerre, peut-être contre le complexe militaire-industriel du coup, et leur suggérer de lancer le programme Disclosure, c'est-à-dire pour éviter une troisième guerre mondiale, nous faire croire que les extraterrestres sont arrivés. Deuxième lecture évidemment, pour ceux qui veulent y croire, il est possible que on nous ait vraiment caché une vérité, qu'effectivement on n'est pas seul, et que, oui, le révéler maintenant, ça permettrait aussi d'éviter une guerre quand même. Ok, donc on commence. Alors, dans le film, on a donc Emily Blunt qui joue, vous vous souvenez, elle joue dans le film L'Agence, The Adjustment Bureau, dans lequel on nous montre des superviseurs de l'humanité en fait, qui s'assurent que tout dans notre vie se déroule bien selon leur plan, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film Disclosure, à un moment donné, le personnage qui s'appelle Noah dit si c'est leur plan, alors tu peux être sûr que c'est ce qui les arrange. On a l'acteur Josh O'Connor. Alors, vous me direz si ça peut exister de telles oreilles. Alors, elles sont pas seulement décollées, elles n'ont en fait aucun motif de conduit auditif dessiné comme des oreilles normales. Et donc je me demandais si c'était quand quelqu'un les avait perdus dans un accident, que c'était des greffes, enfin c'est assez inhabituel, et je dis pas ça pour juger, mais je trouve que le choix de cet acteur est intéressant, puisqu'à la fin, une fois qu'ils ont reçu les secrets des extraterrestres, ils se transmettent le secret oralement, par l'oreille, et donc ça fait penser à l'adage que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voit. Écoutez. Je trouve ça intéressant en tout cas. Alors son premier film, c'était The Eschatrilogy, Book of the Dead, donc dans le genre zombie, avec une figure sombre qui apporte un virus qui transforme les gens en monstres. Alors ce qui est intéressant dans son premier film, c'est le terme eschatrilogie, ça fait penser à eschatologie, ou aussi l'eschaton, c'est-à-dire accélérer le sentiment d'apocalypse pour la faire advenir. On a aussi Eve Hewson, qui est la fille du chanteur du groupe U2, Bono. Et Bono, je crois que c'était il y a 2 ans pendant un concert, il a pris le courage de dire c'est en hommage à ce qui se passe à Gaza, etc., cette chanson, parce qu'on a toujours été pour la paix. Donc voilà, si sa fille joue dans ce film, c'est que c'est plutôt la faction qui est contre, évidemment, le complexe militaire-industriel. Il y a d'ailleurs des gens importants qui sont contre, à commencer par le président Eisenhower, qui, il y a 70 ans, avait prononcé un discours dans lequel il mettait en garde, même avant Kennedy, contre le complexe militaro-industriel. Alors, juste un petit exemple pour ceux qui ne seraient pas parfaitement renseignés sur la puissance du complexe militaro-industriel. Ce sont ces gens-là, en fait, nos ennemis, beaucoup plus que les pantins qui dirigent les pays. Je vous donne un exemple par rapport au Venezuela. Finalement, la présidente par intérim actuelle a cédé aux pressions américaines et elle est en train de vendre le pays. Bon, peut-être qu'elle veut arrêter l'inflation, etc. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est même pas une question de président. Je rappelle que les États-Unis ont instauré les premières sanctions économiques contre le Venezuela en 2015. C'était Barack Obama, au motif que le pays constituerait une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis. En fait, le prétexte, on comprend bien, ça a toujours été de faire main basse sur leur pétrole notamment. La perte estimée par le Venezuela à cause des embargos sur le pétrole est estimée à environ 232 milliards de dollars entre 2015 et 2024.
Donc, ces sanctions ont été renforcées par son successeur Donald Trump et maintenues par Joe Biden. On avait John Bolton, conseiller de la sécurité nationale, qui disait « C'est un peu comme dans Star Wars lorsque Dark Vador étrangle quelqu'un. C'est ce que nous faisons au régime sur le plan économique. » Donc, on voit bien qu'il y a une permanence derrière les différents présidents qui succèdent, et on voit bien qu'il y a des agendas. Ça, c'est ce qu'on appelle le Deep State, l'état profond, le complexe militaro-industriel, etc. C'était juste le petit exemple pour illustrer ce qu'est véritablement un état profond. Le monde est au bord du gouffre. Tu penses que tout balancer va vraiment servir à quelque chose à part empirer la situation? Déclencheur MKUltra décompartimente ses multiples capacités d'ancien espionne. C'est une possibilité. Elle se met à parler russe tout d'un coup. Alors, vous avez expliqué dans le passé que quand on programme quelqu'un et qu'on compartimente en fait ses différents alters, on peut très bien même avec un certain alter lui faire connaître une certaine langue et appliquer un certain programme, et que dans des situations où la personne serait interrogée ou torturée, etc., l'enquêteur n'ait pas accès à ces alters. Évidemment, ça représente un gros intérêt. C'était décrit aussi ce mécanisme par Paul Bonacci dans le cadre de l'affaire Franklin. Et dans quel autre cas ça peut arriver comme ça, des compartimentages de l'esprit, notamment lors de la prise de LSD, ou quand les gens ont un infarctus ou un AVC. On avait l'exemple de cette dame qui, après un AVC, s'était réveillée en parlant créole, alors que c'était une Française métropolitaine qui n'avait jamais été ni en Martinique ni en Guadeloupe. Donc l'esprit est mystérieux. Ça pourrait aussi vouloir dire que le centre de la conscience n'est pas dans le cerveau mais ailleurs. Mais voilà. Qu'est-ce que tu nous fais là? Hein? C'est moi ou cette conversation est bizarre? Je trouve que ça demande encore des recherches et que le coût global est encore trop élevé. Le coût global est encore trop élevé. Le coût global. Qu'est-ce que vous fabriquez? Donc là, elle vient de l'hypnotiser, un peu comme le ferait un mentaliste, ce qui me rappelle totalement la séquence de cette vidéo qui a une quinzaine d'années. Un mentaliste disait « Regardez comment on peut manipuler quelqu'un ». Il avait fait exprès de faire un excès de vitesse au Canada. Et il savait que dans ce coin-là, la police était francophone, donc il le trouble déjà en parlant anglais et il lui retourne complètement le cerveau. Je vais vous laisser regarder la séquence, ça me fait totalement penser à ça. Donc on peut dire que là, elle a de nouvelles capacités. Yeah, he's good. You got it? Hide the camera. Oh shit, ok. Hide the camera. Ok. Monsieur, je vous arrête pour le stop que vous avez pas fait juste avant. Vous avez complètement passé devant. I'm sorry, do you speak English? You speak English? Yes, I speak English. Okay, good. Then you can help me. I really need to know where the closest gas station is, please. The closest gas station? Yeah. Is that why you burn the stop sign just ahead at about twice the speed limit, sir? Oh, I'm sorry. Yeah, that's fine. But you know what? If we just forget that for just a second, we'll get right back to it. But if we could just forget it, we'll get right back to it. If you could just tell me where the closest gas station is, please. The closest gas station, you just follow up there. At the end of the street, you turn right. It's the main street. On your right, there's a Petro-Canada, something like that at the right. You know, it's funny because I knew that, but it's as if I just forgot. It's like, you know, sometimes you get up and you go somewhere to do something and it's as if you just forget the reason you're there. You don't know if you remember to forget or forget to remember. It's just as if it just slips from your mind, you know? But it's good that I found you because now I know where it is and I can go. I can just go. Yeah. Yeah. It's there. Oh, good. Thank you very much. Okay. Thank you. Have a good day. Okay. Okay, bye. Bye. Don't say anything. Don't say anything. Look at it. He's kind of confused. Alors, après avoir vu ce petit passage du mentaliste, là vous voyez bien que pour l'hypnose, on utilise toujours des points d'ancrage. Et à chaque fois qu'il martèle certains mots, il fait un claquement de doigts. Ça, ce sont des ancrages, ou ça peut aussi être des déclencheurs dans d'autres cas. Récurrent avec plein de papillons et une sorte de chalet de Hansel et Gretel dans la forêt. Et aussi, elle chante dans son sommeil. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous dit un rêve avec plein de papillons, la maison d'Hansel et Gretel. Alors, on va étudier toute cette symbolique-là à la fin de la vidéo. La lecture ésotérique d'Hansel et Gretel. Mais voilà, quand il parle de papillons, ça fait penser au papillon monarque, du projet Monarque. Et vous savez, tous ces gens programmés, même dans la musique, etc., qui mettent des papillons sur leurs albums, ça a une signification claire. Alors, vous me direz, pourquoi Spielberg voudrait utiliser le prétexte d'un film sur les extraterrestres pour nous parler – du projet MKUltra, etc. Parce que c'est peut-être lié.
c'est peut-être lié, je ne sais pas encore exactement de quelle façon, mais je vais essayer de vous remettre des extraits de mon ancienne vidéo sur l'affaire du Presidio, qui fait intervenir notamment le colonel Michael Aquino, et dans lequel, dans les témoignages d'enfants qui avaient été abusés, ils nous disaient tous que ça se passait dans la base militaire du Presidio et qu'ils avaient eu l'impression de voir des extraterrestres juste avant de s'endormir et qu'ils étaient dans des soucoupes volantes. Donc à l'époque, je disais, c'est possible qu'on leur a implanté des faux souvenirs pour cacher l'identité des réels coupables. Mais si c'était lié à autre chose, de façon systémique. Paul Bonazzi, dans sa déposition, parlait d'un sous-programme nommé Star Wars. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il disait que les enfants étaient drogués puis emmenés vers ce qu'on leur disait être des vaisseaux spatiaux. Or, figurez-vous ce qui est devenu le site militaire du Presidio à présent. Il abrite le siège musée de LucasArts, la compagnie de George Lucas, qui a réalisé Star Wars. Il y a aussi une magnifique statue de Yoda. Autre fait étrange sur le site actuel de Presidio, c'était une base militaire depuis 220 ans, et ils se sont empressés de la fermer en 1989, vous allez le voir à l'écran, soit la même année qu'un des témoignages de l'affaire Franklin, celui de Bonazzi, qui parlait de Presidio et du colonel Aquino, oui, le fan de Star Trek. Autre élément étrange, le Presidio est le seul site national pour lequel le Congrès a ratifié qu'il serait entièrement autofinancé. Vu le nombre de politiciens du Congrès impliqués dans l'affaire, voudrait-il que le public ne jette plus le regard dans les comptes du Presidio, ce qui expliquerait le financement privé intégral ? Par ailleurs, il y a aussi au Presidio une Federal Agency du FBI. Ce Presidio abrite encore à l'heure actuelle bien des secrets. J'avais dit aussi dans cette vidéo, comme par hasard, par exemple au Canada, on a fait des études en criminologie. Près de 75% des pédos qui ont été écroués sont des gros fans de la série Star Trek. Comment ça se fait ? Vous voyez, il y a plein de choses assez troublantes. Et si c'était lié ? Et si Spielberg voulait nous dire implicitement que le projet Monarch aurait pu être lié à ce qu'on appelle les extraterrestres. Mais alors de quelle façon, ce serait à nous de le découvrir. C'est une technologie similaire à celle dans Assassin's Creed ou bien celle dans le film Brainstorm. D'ailleurs, il faut qu'on s'arrête 2 minutes sur cette affiche du film Brainstorm. Il y a cet arc-en-ciel qu'on retrouve décidément partout, qui fait la jonction, cet arc-en-ciel divin, donc on l'a vu, qui fait la jonction entre l'esprit de l'homme et celui de la femme. Et on voit au niveau des yeux un symbole qui représente le fait qu'ils peuvent intervertir leur vision. Est-ce que ça, finalement, de façon occulte, c'est pas le mariage alchimique, et les noces chimiques de Christian Rosenkreuz? Le soleil, rendez-vous avec la lune n'est pas là, le soleil attend. Mais alors mal compris ou alors transformé dans la matière, c'est-à-dire finalement par la technologie, pouvoir voir ce que tu vois, mais ça peut aller aussi plus loin, hein. Ça peut arriver au discours woke pseudo-féministe d'actrices comme Rachel Ziegler ou celle qui joue dans Supergirl, qui disent finalement, ou même l'actrice Black qui va jouer Hélène de Troyes dans le prochain péplum de Nolan, qui disent finalement, on voyait toujours des hommes dans les récits historiques, et si on intervertissait les choses pour mettre le regard d'une femme sur... Enfin bref. Mais si on regarde cette affiche, c'est vraiment peut-être cette volonté qui était là, occulte, c'est-à-dire non seulement sur un plan philosophique symbolique, montrer ce que nous on voit et montrer aux femmes ce que nous on voit, etc. Mais si on va beaucoup plus loin, effectivement, on fait comme les frères qui sont devenus les sœurs Wachowski, hein. On change de sexe, ou comme Genesis P. Orridge, qui en modifiant son corps, eh bien, voulait le mariage parfait avec sa femme et voulait lui ressembler comme une espèce d'androgyne à deux têtes. Donc ça symbolise, cette affiche de film, à la fois technologiquement mais aussi philosophiquement ou même dans la matière, pouvoir changer de prisme de vision, voir comme une autre personne, hein. J'étais homme, je suis devenu femme ou vice versa. Enfin, voilà. Alors, dans Assassin's Creed, c'est une technologie haptique, hein. C'est des technologies pilotées qui permettent d'accéder à certains moments de la vie d'une personne décédée via le séquençage ADN, et un mélange aussi de
de sorte de remote viewing. Alors que dans le film Brainstorm, vous vous souvenez, film de 83 de Douglas Turnbull, dans lequel on nous montre une technologie peut-être déjà développée par l'armée américaine à l'époque, c'est-à-dire pouvoir voir ce que voit une autre personne qui porte un certain casque. Donc voir ce qu'il ou elle voit. And so stuff just comes to your head spontaneously? Absolutely, like a gift, you know what I'm saying? Like a gift that keeps giving, you know, so it's like a mumbling effect. In Rain Man, he was always mumbling all these numbers, rattling off these amazing numbers. I don't suggest that for everyone. Il ne suggère pas quoi, Jay-Z? De pactiser ou bien de pratiquer la magie? You know, for me, it was a natural thing. I don't know how I got to write those songs. What do you mean you don't know how? Well, those early songs were like almost magically written. Try to sit down and write something like that. There's a magic to that, and it's not Siegfried and Roy kind of magic. You know, it's a different kind of a penetrating magic. And you know, I did it. I did it at one time. Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. Oh là là, ça va pas bien aujourd'hui. So you can't look at her for too long, right? So I was looking at her, you know what I'm saying? I wasn't trying to look at her, but I would like walk by a mirror and try to, you know what I'm saying? See the reflection or whatever. My pupils were like this big. Petite pyramide là, dis donc. J'ai l'impression que mes pensées ne m'appartiennent plus. C'est une très mauvaise idée de plonger avec ce truc. Ce n'est ni une baguette magique, ni une arme, mais ses fonctions vont bien au-delà de l'usage que tu en fais. Ses fonctions vont bien au-delà. Daniel Kellner est un expérienceur, n'est-ce pas? Quand il dit Daniel est un expérienceur, est-ce qu'un expérienceur est là pour expérimenter la vie sur Terre, mais avec des capacités psychiques spéciales? Autre lecture possible, les visions apocalyptiques de Daniel dans la Bible. La révélation se présente comme une sagesse venue d'en haut, donnée aux croyants. Daniel est dépendant envers ces créatures surnaturelles pour interpréter ses propres visions. Sagesse venue d'en haut, des dieux extraterrestres? Théorie des anciens astronautes? Si c'est eux qui ont planifié tout ça, tu peux être sûr que c'est dans leur intérêt, pas le nôtre. J'ai appris à développer cette compétence. Auprès de tes amis? Oui. Ils considèrent que l'empathie est un avantage sélectif dans l'évolution de l'espèce. Le plus crucial des avantages. C'est l'essence même de l'existence, selon eux. C'est notre rejet de cette valeur qui nous conduit tout droit à l'extinction. Tu vois? Alors intéressant, hein, sur Noé. Noah! En gage de cette alliance de grâce avec l'homme et tous les êtres vivants de la Terre, l'arc-en-ciel a été placé dans les nuages. Ici, je vais citer la Genèse 9, 12, 17. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations. À toujours, j'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc-en-ciel paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc-en-ciel sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Donc ça, c'est la signification chrétienne de la symbolique de l'arc-en-ciel, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Il y a aussi certains occultistes qui utilisent ce symbole pour d'autres
signification. Noah, le besoin de croire est essentiel, mais être cru est aussi un besoin universel. Tu ne respectes aucun principe de traitement des faits. Tu infantilises des gens qui veulent simplement comprendre ce qu'ils ont observé. Tu ne fais que les bâillonner quand ils posent des questions. Tu les fais taire brutalement. Alors tout ce passage peut s'appliquer à ceux que le système nomme complotistes, après tout. C'est comme s'il s'adressait aux représentants de l'ordre dans la société, en lui disant de ne pas faire taire la dissidence. Or Noah, c'est son nom, il est encore dans l'illusion. Quand il regarde la fille jouée par Emma Blunt, à chaque fois il croit voir sa femme. Il se laisse tromper par ses sens. On reconnaît à la mélodie. Alors, le prince comme le soi ou l'accomplissement intérieur. Dans certaines traditions initiatiques ou en psychologie analytique inspirée de Carl Gustav Jung, le prince n'est pas forcément un homme réel. Il représente la partie la plus élevée de soi-même, la conscience éveillée, la réalisation spirituelle. Ainsi, un jour mon prince viendra pourrait se comprendre comme un jour je rencontrerai la partie de moi qui me rendra complète. Donc le prince devient alors un symbole de transformation intérieure. Dans cette lecture, la forêt représente l'inconscient, les 7 nains représentent différentes forces ou qualités. Je fais référence à Blanche-Neige et les 7 nains. Donc certains y voient les 7 métaux alchimiques, les 7 planètes traditionnelles ou les 7 centres énergétiques, mais ce sont des interprétations. Le sommeil de Blanche-Neige symbolise une conscience en attente, et le prince qui l'embrasse représente l'éveil de cette conscience. Le prince ne serait donc pas forcément un partenaire amoureux, mais le principe actif venant compléter le principe réceptif-passif représenté par Blanche-Neige. Cette union symboliserait l'équilibre intérieur. Certaines traditions chrétiennes mystiques utilisent l'image de l'époux et de l'épouse pour parler de la relation entre l'âme et le divin. Dans cette perspective, le prince pourrait symboliser Dieu, le Christ, ou la présence divine venant réveiller l'âme. L'attente exprimée par la chanson devient alors une attente spirituelle. Alors, tout ça d'ailleurs, ça donne une interprétation différente, peut-être plus profonde des films de Disney. C'est pas forcément satanique comme beaucoup le disent. C'est plus profond que ça. Ça veut pas dire que c'est pas occulte. Je les vois, ils sont tout près. Ils sont juste à côté. Ils vont entrer dans la chambre. Telle. La forêt, c'est l'inconscient, ou le monde de l'épreuve. Dans les traditions initiatiques, la forêt représente souvent l'inconnu, l'inconscient, la perte des repères et l'épreuve nécessaire avant une transformation. Entrer dans la forêt, c'est quitter le monde familier pour commencer un parcours initiatique. Et les parents qui abandonnent les enfants, sur le plan symbolique, ça peut représenter la fin de la dépendance. Pour grandir, l'être humain doit être confronté à l'incertitude. L'abandon n'est alors plus seulement un drame, mais le début d'un chemin vers l'autonomie. La maison en pain d'épices, c'est peut-être le symbole le plus fort. La maison attire par le plaisir immédiat, l'abondance, la gourmandise. Mais derrière cette apparence se cache un piège. Dans une lecture spirituelle, ça représente les illusions du monde matériel. Ce qui paraît merveilleux peut conduire à l'esclavage si on s'y abandonne sans discernement. La sorcière maintenant. La sorcière peut être vue de plusieurs façons. Elle représente parfois l'ombre, au sens de Carl Gustav Jung, les pulsions destructrices, la manipulation, les illusions qui dévorent l'être humain. Elle nourrit Hansel pour mieux le manger. Ce qui nous séduit peut parfois nous emprisonner. Alors, vous vous souvenez de la séquence que je vous ai mis tout à l'heure sur Eminem, qui dit des choses étranges là? Il parle en fait de cette sorcière. La cage. La cage symbolise l'emprisonnement. Elle peut représenter les dépendances, les peurs, l'ego, les croyances limitantes. Le héros ne peut progresser tant qu'il reste enfermé. C'est ça un petit peu la symbolique de l'oiseau qui sort de sa cage aussi. Le four, dans Hansel et Gretel. Dans l'alchimie, le four est un symbole majeur. C'est dans le four que la matière est transformée. Faire tomber la sorcière dans le four peut symboliser la destruction de l'ancien soi, la purification, la transmutation des forces négatives. Le feu n'est pas seulement destructeur, il transforme. Les bijoux. Après la mort de la sorcière dans Hansel et Gretel, les enfants découvrent des pierres précieuses. Dans une lecture ésotérique, le trésor représente la sagesse acquise après l'épreuve. D'ailleurs, on l'a aussi dans Blanche-Neige et les 7 nains, puisqu'ils vont tous les jours ramasser dans les mines des pierres précieuses.
Le véritable trésor n'était pas la maison de sucre, mais ce qui est obtenu après avoir vaincu l'illusion. Et le retour. Vous savez, c'est comme les 7 nains. Et oh, on rentre du boulot. Donc ils rentrent chez eux différents. Ils ne reviennent pas simplement plus riches, ils reviennent transformés. C'est une structure classique du voyage initiatique. Le départ, la perte, les épreuves, la transformation et le retour. Alors, lecture alchimique maintenant, dans Hansel et Gretel. Certains auteurs voient dans tout le conte une métaphore de l'alchimie. La forêt serait la matière brute, le four l'athanor, le four alchimique, la sorcière les impuretés de l'âme, le feu la purification, les pierres précieuses la pierre philosophale, ou du moins la sagesse obtenue. On peut d'ailleurs donner aussi une signification alchimique au magicien d'Oz, tant qu'on y est. Il y a aussi la lecture psychologique, donc une lecture inspirée de Carl Jung, qui serait plus intérieure. Hansel et Gretel représentent deux aspects d'une même personnalité, la raison et l'intuition, l'action et la sensibilité, ou plus largement les différentes facettes du psychisme. Le conte raconte alors le processus de maturation. L'individu traverse des peurs, il affronte son ombre, la sorcière, dépasse les séductions trompeuses, qui est la maison en sucre, et revient plus unifié. En résumé, l'idée centrale qui ressort de nombreuses lectures symboliques est la suivante: la véritable richesse ne s'obtient pas en cédant aux séductions faciles, mais en traversant les épreuves avec discernement. La maison en pain d'épices promet une satisfaction immédiate, tandis que le trésor final récompense une transformation intérieure. C'est cette opposition entre l'illusion séduisante et la sagesse acquise qui fait de Hansel et Gretel un conte particulièrement riche sur le plan symbolique. L'illumination. Écoutez. Donc elle dit écoutez, et le film finit comme ça. Donc c'est ça, que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voit. Donc je dis, ça fait penser au personnage principal qui a les grandes oreilles, là, Josh O'Connor. Donc vous avez vos sens, et vous avez aussi l'œil de l'âme, le troisième œil, etc. Donc le film veut nous dire, regardez ce qui se passe, écoutez, regardez autour de vous, il y a une sorte d'évidence, faites confiance en votre intuition. Donc pour résumer mon analyse, je dirais ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est-à-dire, je pense que Spielberg utilise ce film de fiction, entre guillemets, pour lancer un message à ceux à qui ça parle, mais aussi à certains décideurs peut-être politiques qui sont contre le complexe militaire-industriel. Il lance le message suivant: est-ce que c'est le moment pour lancer le grand disclosure, c'est-à-dire la révélation sur les extraterrestres qui nous seraient cachés depuis 1947, pour éviter la Troisième Guerre mondiale, Donc là, ce serait peut-être, dans cette logique, mentir un petit peu pour la bonne cause, ou alors, si c'est vrai, eh bien, c'est révéler les choses pour éviter, en plus, une guerre mondiale. C'est la façon dont je vois le film. Mais, comme je l'ai analysé, il y a aussi, je trouve, beaucoup de références à plein des films que j'ai cités, et je pense vraiment qu'il s'est appuyé sur ce genre de film. Et métaphoriquement, il veut nous dire plusieurs choses. Donc il y a plusieurs couches de lecture, effectivement, à ce film, puisqu'il y a aussi une lecture initiatique, et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de références au Monarch MK Ultra. Donc est-ce que ça nous pousse à nous pencher sur la vraie signification de ce programme, pour lancer chez les gens manipulés le programme Armageddon, comme le disait Paul Bonacci? Voilà, la question reste en suspens. A très bientôt pour une prochaine vidéo.